Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Olivier Sommelier, l'Instagram où vous allez pouvoir apprendre à déguster avec des vignerons, avec des écoles de vin. Aujourd'hui nous aurons l'école des vins de Bordeaux avec la formatrice Nathalie Escudé qui va nous rejoindre tout à l'heure, enfin sous peu. La démarche est simple, apprenons les cépages du Bordelais, apprenons à connaître un peu les arômes du vin, comment les servir, dans quel verre, dans quelles conditions. On va essayer de découvrir tout ça avec Nathalie, que je vais essayer. Voyons voir si la connexion va bien se faire. Hier ça marchait bien, hein. Donc là, nous allons voir si cette fois-ci ça marche. Ça fonctionne. Bonjour. Super. Et très bien en plus. Nathalie, vous avez de la chance, vous avez du vent. Nous, il n'y a pas un brin d'air ici. Ah d'accord. Alors j'allais justement vous demander si le vent vous dérange pas, parce que tout le monde Ah faut que non, je. non, non, du tout. J'ai Bon, mis le super. ventilateur et il fait hyper lourd. Bon, je vous remercie Nathalie d'avoir accepté. C'est très Avec gentil. plaisir. On va parler du Bordelais, des cépages, Oui. des arômes que l'on rencontre dans le rouge, dans le blanc, et puis comment les servir et les apprécier. Alors dites-nous un peu Nathalie, vous, votre rôle au sein de l'école des vins de Bordeaux. Alors je suis formatrice, voilà, formatrice accréditée. Donc on est sur Bordeaux, on doit être une petite trentaine. On est tous ou vignerons, ou œnologues, ou négociants. Moi je suis vigneronne. Et D'accord. régulièrement on intervient pour des cours, aussi bien pour des consommateurs amateurs, certains qui ne connaissent rien, je dirais, à la dégustation, ou des professionnels aussi. C'est très très large. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on va essayer de s'adresser très facilement à ceux qui nous regardent et qui nous regarderont par la suite. Je pense que ce sera par la suite. C'est de parler simplement du vin. Le vin, d'un premier temps, on est d'accord, c'est un produit de convivialité, de partage. Voilà. Tout à fait. À la base, le vin, c'est la première chose. Donc là, on va quand même avancer. On va parler des cépages. Dites-moi un peu ce que l'on va retrouver en cépage rouge dans le Bordelais. Alors, les cépages rouges principaux, on est essentiellement sur du merlot à Bordeaux, Oui, pratiquement 65%. Ensuite, on a du cabernet sauvignon, c'est à oui. peu près 22%. Et ensuite, on a du cabernet franc. Ça, c'est vraiment, le cabernet franc, on est à peu près à 10%. Ça, c'est vraiment les trois principaux. Euh, Et ensuite, on a trois cépages qu'on appelle accessoires. Donc, on a le petit verre d'eau, Carmenère et Malbec. Alors, les trois principaux, ils apportent quoi? Chacun a vraiment une typicité particulière. Le merlot, c'est le fruit rouge, c'est la rondeur. C'est vraiment un cépage, je dirais, euh, facile d'accès. C'est-à-dire qu'il représente, voilà, ces fruits rouges, ces fruits à croquer. Les cabernets, c'est plutôt les tanins, c'est plutôt la structure. Le cabernet sauvignon, lui, on va plutôt être sur des fruits noirs, mais sur une structure, des tanins qui vont permettre de vieillir. Le cabernet sauvignon, souvent, on peut le reconnaître aussi avec le petit côté cordon vert. En dégustation à l'aveugle, on le reconnaît. Le cabernet franc, il a des tanins aussi, mais on est peut-être un petit peu plus dans la souplesse. On est aussi sur des fruits rouges. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois principaux. Et la typicité à Bordeaux, c'est que souvent on les assemble. Parce qu'en fait, chacun apportant quelque chose, un va apporter plus la rondeur, l'autre plus les fruits, plus les tanins. Et puis les trois petits derniers qui représentent à peine 2%, c'est plutôt, je dirais, un peu comme en cuisine, quand on rajoute un petit peu les aromates à la fin. Voilà. Qui vont C'est apporter la ce petite côté. touche finale. La petite La touche petite finale. touche finale. Voilà. Ouais, voilà, Alors, tout exactement. à l'heure, vous avez parlé d'un cépage. On en rigole parce que c'est le nom petit verre d'eau. On est d'accord. C'est vraiment le nom du cépage. C'est pas le verre d'eau qu'on Ouais, va apporter à la dégustation ensuite. c'est Verdo, V-E-R-D-O-T. Voilà. Voilà. D'accord. Et c'est un cépage qu'on trouve plutôt dans le Médoc, mais dans l'assemblage, c'est jamais, ça c'est souvent moins de 10%. Alors il y a évidemment des exceptions pour confirmer la règle, mais c'est vraiment la petite touche finale, le petit verre d'eau, et c'est plutôt Médoc, c'est plutôt sur la rive gauche. D'accord. Alors,
j'ai des clients des fois qui me disent ah non pas de Bordeaux parce que ils mélangent et tout. Et tout à l'heure, vous avez dit le terme, c'est l'assemblage. L'assemblage, on va le retrouver dans d'autres appellations, on va le trouver dans des alcools comme le cognac, l'armagnac également. Mais là, sur le bordelais, on va pouvoir avoir des vins où les assemblages vont être plus ou moins différents par rapport au domaine. Vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait. Alors déjà, ces cépages, on va les planter en fonction du sol que l'on a. Ils vont Voilà. mieux s'exprimer. Par exemple, le merlot s'exprimera mieux sur des argiles, sur du calcaire. Le cabernet sauvignon, lui, il est plutôt bien sur des graves. C'est pour ça qu'on va sur des graves, oui, comme le Médoc ou la région des Graves. Donc déjà, ça, c'est une notion qui est importante. Donc on va planter en fonction de notre sol. Et après, cet assemblage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va aller chercher une typicité. Ce qui est très intéressant, c'est de l'écouter justement séparément et de voir que assembler, ils amènent plus de complexité, plus de richesse. Et ça, c'est vraiment la typicité de Bordeaux, c'est d'avoir cette complexité grâce à l'assemblage des différentes variétés de vin, des différentes. Sur ces assemblages, donc on va être sur des vins, on peut, comment dire, on peut les passer en barrique ensuite. Oui. Et ça va nous apporter une plus-value, plus de complexité dans la dégustation. Ouais. Alors, on va rester déjà, par exemple, si on prend un merlot, simplement. Vous avez ouvert la bouteille? Ah oui, elle est devant moi. Regardez. Je vais carafer. Donc, moi, ce que j'aime bien faire sur des jeunes millésimes, quelle que soit l'appellation, c'est et surtout sur les Bordeaux, j'aime bien carafer les vins pour avoir une belle aération et pouvoir servir quelque chose assez rapidement dans la demi-heure qui suit, qui est assez ouvert en arôme. C'est simple. Le principe de la carafe, voilà, c'est d'avoir une grande surface d'aération, ce que l'on ne va pas avoir dans la bouteille. Et c'est vrai que tout de suite en contact avec l'air, vous allez avoir un vin qui est tout de suite appréciable. Si vous n'avez pas de carafe, il suffit d'avoir des verres assez évasés de dégustation et vous aérez en remuant, tournant le vin simplement. Alors attention, hein, on y va tranquillement. Le vin, c'est un produit vivant, c'est une matière noble. On n'est pas sur un soft qu'on s'amuse. Voilà, on y va tranquillement et on tient toujours le verre par le pied, tout simplement pour ne pas réchauffer le verre. Si vous le tenez comme ça, alors je m'adresse aux personnes qui nous regardent parce que Nathalie, je vous ai en face de moi, mais je sais que vous savez servir le vin. Ces petites bases, je me rappelle. Mais c'est toujours bien de les rappeler, parce qu'effectivement, quand on est en cours, on voit effectivement beaucoup de gens qui prennent leur vin comme ça. Voilà. Et le fait de prendre le vin comme ça, vous allez réchauffer tout de suite le vin. Donc vous le montez en température. Et quand vous le montez en température, c'est l'alcool qui va ressortir tout de suite. Donc c'est un peu dommage et on perd vraiment des notes d'arôme. En tenant son verre comme ceci, c'est très simple, par le pied. Voilà, vous avez une belle aération sur le vin. Et pour moi, il y a même une deuxième chose, quand on tient son verre comme ça, et ça c'est peut-être plus pour les dames, quand on se parfume et qu'on met du parfum en fait, au niveau du poignet, le tenir comme ça, en fait, il y a de grandes chances que suivant le parfum, on ait des effluves qui puissent remonter, alors que quand on tient comme ça, on tourne son poignet. Tout à fait. Voilà, c'est juste un petit truc. Alors c'est vrai que pour déguster, il faut être dans certaines conditions aussi. Quand on fait des dégustations chez le vigneron, on est après la visite, on est vraiment en bonne condition. Quand vous allez visiter un château, c'est vrai que tout de suite après la visite, on est quand même beaucoup plus reposé, on pense plus à la route, mais il faut que le mental suive aussi, je pense. Et il faut qu'on soit dans comment dire, une bonne atmosphère pour pouvoir avoir cette dégustation la plus facile possible. Alors ça, je crois que Nathalie, on n'en parlera pas maintenant. On se reverra à un autre moment et très rapidement pour parler de ceci. Mais c'est vrai que quand j'explique aux clients comment déguster le vin, il y a une chose qui est très importante, c'est la température. Voilà, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, on tient le vin, le verre, mais voilà, là il va faire bon, on va avoir un week-end où on va dépasser encore les 34 degrés. Vous allez manger en terrasse, vous allez mettre les verres à vin dehors.
mais ils vont prendre la température vraiment ambiante. Très rapidement. Et le vin que vous avez posé sur table, il va être chaud aussi. Alors mettez-le dans un rafraîchisseur. J'ai pas sorti de rafraîchisseur, mais je conseille de prendre un rafraîchisseur, 3-4 glaçons. Attention, hein, c'est pas le but de servir un vin frais, c'est de le maintenir à température. Vous préconisez à quelle température, Nathalie? Alors moi, pour un rouge, j'aime bien qu'il soit à 16-17 degrés. Enfin, l'été, ouais, 16-17 parce qu'il remonte effectivement très très vite. Mais 17-18 maximum, voilà, ça lui permet aussi de se réchauffer, un peu de se chambrer, comme on disait autrefois, et d'avoir bien ressortir des arômes. Donc, ni trop chaud, ni trop froid. Mais effectivement, les rouges, l'été, c'est jamais très, très facile. C'est pour ça que quand on déguste, c'est vrai que c'est mieux. Alors nous, à l'école du vin, évidemment, on a les salles qu'il faut pour climatisation, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand on est à la propriété, nous, chez beaucoup de vignerons, ou bien on se met dans les chais, ou bien on se met dans une salle dédiée, ou quelquefois dehors à l'ombre, on sort les bouteilles au dernier moment, parce que la température est vraiment très, très importante. D'accord. Donc, on va déguster. Allez, on va déguster. Donc, on va commencer par regarder sa couleur, regarder sa robe. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que la couleur du vin va nous donner une idée, je dis bien une idée du millésime. Est-ce que c'est une couleur? Alors, comment on fait? On penche légèrement son verre. Et puis, on regarde un petit peu ce qu'on appelle le disque, regarder si c'est plutôt vers le pourpre. Quelqu'un on serait sur un vin plutôt jeune. Mais ensuite, le vin, en évoluant, cette robe, elle va changer de couleur. Elle va aller vers le rubis, le grenade, le tué. Donc, tout ça, ça nous donne une indication. On regarde aussi la brillance. Est-ce qu'on est sur un rouge qui va être plutôt brillant ou plutôt mat? Ça peut nous donner quelques petites indications sur l'acidité. Est-ce qu'on est sur un vin tranquille ou un effervescent? Nous, là, sur un rouge, on est plutôt sur un vin tranquille à Bordeaux. Et puis, il y a l'intensité de la couleur. Alors, l'intensité me donne toujours un petit truc très facile. Je prends 2 doigts, l'index et le majeur, je les mets sous mon verre et je regarde est-ce que je vois mes doigts ou pas. Ça donne en fait une idée. C'est juste des petites idées comme ça de l'intensité du vin, qui évidemment est en lien avec le sol, le terroir et puis le cépage qu'on va avoir. Et tout ça, voilà, rien que l'œil va nous donner. Puis j'ai oublié l'essentiel, la couleur. L'œil nous donne aussi la couleur. Parce que quand on est complètement aveugle avec un bandeau, et qu'il faut juste reconnaître le vin par le nez, déjà avoir un petit peu l'habitude de se servir de son odorat. Voilà. Donc l'œil nous donne toutes ces informations et va nous influencer quand même quelque peu aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Alors, si vous avez, comme moi, un plan de travail qui est foncé, c'est pas évident de faire ça. Donc, prenez une feuille et vous mettez votre verre. Voilà, vous le mettez comme ça et ça vous permet de voir un peu la couleur et l'intensité du vin. Donc, après vient le nez. Après vient le nez. Alors, le premier nez, on vous a servi, on amène le verre vers le nez et on essaie de ressentir les arômes. On essaie de voir aussi s'il n'y a pas un problème, ne serait-ce qu'avec le bouchon. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le premier nez. C'est vraiment là qu'on va avoir cette première approche finalement vraiment avec le vin. Et puis ensuite, on va aérer tout doucement son verre. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on fait ce mouvement de rotation, mais pas trop vite non plus. C'est pour ça que c'est aussi important quand on se fait de ne pas tout en mettre. Parce que dans le verre, c'est plus compliqué. Et donc arrive le deuxième nez. Alors, c'est là que la forme du verre est également très importante. Mon verre, il est plus évasé en bas et plus resserré là-haut. Et en fait, le fait de faire ce mouvement, les arômes sont volatiles. Donc déjà, ils vont s'élever et rester concentrés au niveau de la partie supérieure du verre. Et ça permet, quand on ressent, d'avoir le deuxième nez, quelque chose qui est souvent plus ouvert. Quelquefois, le premier nez, on se trouve là, c'est fermé, je ne sens pas grand-chose. Le fait d'aérer son vin, et voilà, il y a ces arômes qui vont monter. Et puis, il y a des petites larmes aussi. Alors, moi, je les appelle les larmes. Pour d'autres, ça va être la jambe, la cuisse. En fait, c'est toutes ces... que l'on voit sur le bord du verre, là. On voit sur le bord du verre. Alors,
ça ne va rien vous donner, parce que quelquefois on me dit ça me donne la qualité du vin. Non, ça va nous donner, ça va nous dire qu'il y a de l'alcool qui va s'évaporer d'ailleurs rapidement, premier. Et puis ensuite, on a l'eau qui est contenue, parce qu'on a aussi de l'eau dans du vin, et bien en fait, qui va redescendre doucement. C'est la viscosité, ça ne nous dira rien sur la qualité du vin. Ça va nous dire qu'il y a de l'alcool. Voilà. Donc tout ça, ce sont tous ces éléments, et le fait d'aérer comme ça son vin, ça nous permet de voir ces gens. Voilà, enfin, c'est là. Ensuite, on va prendre en bouche. Et oui. Alors en bouche, on a 3 étapes. Alors l'idée, c'est de prendre le vin, et on a ce qu'on appelle la première étape. Il y a 3 étapes, c'est l'attaque. L'attaque, c'est quelle est votre première impression? Ça dure un quart de seconde. Est-ce que mon vin, il est vif? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai de la sucrosité? Est-ce que j'ai un peu de salinité? Qu'est-ce qui se passe? Et ça dure vraiment un quart de seconde. Il faut vraiment être très centré pour déguster. Ensuite, on va aspirer de l'air et on va mâcher le vin. Donc, on va le faire circuler dans toute la bouche et on va aller, on appelle ça l'évolution, voir. Est-ce que mon vin, comment je le sens? Est-ce que je le sens moyennement puissant, plutôt léger ou au contraire très puissant? Est-ce que j'ai quelque chose qui vient plutôt de l'acidité, plutôt quelque chose un petit peu asséchant dans la bouche? Ensuite, quand on déguste, on crache. Mais bon, nous, à l'école du vin, très souvent, il y en a qui boivent. Donc, mais quand même, moi, je préconise de cracher. Je trouve qu'on déguste mieux quand on crache. C'est vrai. Et on a ce qu'on appelle la finale. Donc, la finale, on l'appelle également la persistance aromatique intéressante. C'est cette sensation qui va perdurer ou pas. Alors, c'est pas au milieu du palais, c'est la fin du palais, fin de la langue, presque de la gorge. Et c'est une sensation qui va être courte, moyenne, longue. On appelle également la caudalie. Ce terme, il est connu pour autre chose, hein. C'est la marque, mais la caudalie, c'est avant tout la sensation. C'est une unité de temps pour mesurer cette sensation agréable qui peut être plus ou moins longue. Et qui permet de nous dire si on est sur un vin à boire plutôt rapidement ou au contraire sur un vin qui faudra peut-être aura la capacité à vieillir. Voilà. Donc en bouche, il y a ces 3 étapes, l'attaque, la première impression, l'évolution et puis la finale. Et après, j'en rajouterai une 4e. Alors je sais que c'est pas dans les livres, je dirais, de théorie. Rajoutez. Moi, la 4e étape, pour moi, c'est le plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que le vigneron, quand il produit du vin, il est passionné. Il veille toute l'année dans sa vie, mais il a cette passion. Donc ce métier, on le fait par passion et par plaisir. Le consommateur, quand il ouvre une bouteille, c'est toujours pour un moment agréable, en passif. Voilà. On va déguster un verre de vin avec des amis, au restaurant, mais c'est pour partager quelque chose. Et là, pour moi, il y a cette notion de plaisir qui va rentrer en ligne de compte. Et peu importe ce qu'on aura lu sur un vin, peu importe s'il a une note exceptionnelle ou un commentaire dithyrambique, le plus important, c'est vous, comment vous trouvez. Et ça, pour moi, c'est hyper important de rappeler au consommateur que ce qui est important, c'est comment lui, il ressent ce vin. Donc, pour moi, le plaisir, c'est la 4e étape de la dégustation. Alors, c'est très important, Nathalie, ce que vous dites sur la notion de plaisir. Il y a quelque chose qui me fait sourire. C'est ce que vous avez dit sur tout ce qui est médaille, tout ce qu'on peut dire sur un vin. Si le vin n'est pas au goût de la personne, et qu'il peut avoir toutes les médailles qu'il veut, s'il n'est pas à votre goût, il sera jamais à votre goût. On a tous un palais très différent. On travaille, je veux dire, on peut travailler notre palais comme on le veut, mais si les médailles vous disent faut acheter celui-ci parce que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc voilà, faites attention. C'est vrai qu'une médaille, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui achètent et qui se disent bon, c'est peut-être une valeur sûre, ça va m'aider, ça va me guider. Et c'est un peu ce que font les personnes qui ne connaissent pas trop le vin. Pour eux, c'est rassurant. Sauf que voilà, des fois, on peut être surpris. Mais ce que je voulais dire même au-delà de ça, c'est que quelquefois on est autour d'une table, il y a des gens qui trouvent un vin extraordinaire parce qu'effectivement ça correspond au palais. Puis moi je vois d'autres personnes quelquefois à l'école du vin qui n'osent pas parler. Je leur dis mais vous n'êtes pas d'accord parce que en fait je l'aime pas, donc je sais pas déguster, c'est pour ça que je l'aime pas. Et je leur dis mais non, c'est pas ça. C'est que vous ne l'aimez pas, que ça ne correspond pas à votre goût.
Donc On est moi, ça, d'accord. j'aimerais bien dire aux consommateurs que voilà, ce qui est important, c'est de savoir les vins qui nous plaisent, avec modération, bien sûr, toujours. Voilà. Donc la notion de plaisir va avec la modération. Et donc, en bouche, ensuite, dans ces arômes, on parlait du merlot, on ressent ces petites notes de fruits, de prunes, un peu de figues, et c'est vrai que on irait sur un cabernet, on a des notes un peu de réglisse, de menthe, et si on le passait en bois, on aurait ces notes toastées un peu, qui apportent un Voilà. plus sur ces vins, et c'est vrai que il y a des notions de plaisir qui sont vraiment très très intéressantes. Alors, une question qui a son importance aussi, un merlot qui est cultivé sur la rive gauche ou droite, va-t-il donner la même chose? Non, parce qu'en fait, il y a la qualité du sol, va rentrer en ligne de compte. Puis il y a le climat, enfin, le microclimat aussi. Donc non, un merlot qui sera sur, ne serait-ce même que des argiles ou un merlot qui sera sur du sable, il n'aura pas la même expression. Il n'aura même pas tout à fait la même structure. Donc effectivement, la qualité du sol, la typicité du sol, c'est très très important, même sur le même cépage. Donc effectivement, entre la rive gauche, la rive droite et Bordeaux et un autre merlot dans le monde, on n'aura pas la même expression du fruit. Donc effectivement, le sol est très très important. Alors, on a parlé des Bordeaux rouges, on a aussi les blancs. Oui, on a aussi les blancs. Faut pas les C'est vrai oublier. qu'on oublie souvent, parce que Bordeaux, c'est 88% de rouge, mais on a effectivement des blancs secs, moelleux, liquoreux. Alors, quels sont les cépages qu'on va utiliser? Bordeaux, c'est du Sauvignon. Alors, Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Le Sauvignon blanc, il va nous amener de l'acidité, de la fraîcheur et beaucoup d'arômes autour des agrumes. Sauvignon gris, on sera peut-être un petit peu plus sur quelque chose à des pointes exotiques. Et le Sauvignon gris, on recommence à en planter pas mal. Ensuite, on a le sémillon. Alors, le sémillon, on a dans les vins blancs secs, mais c'est surtout le cépage qu'on trouve dans les vins blancs liquoreux. C'est là où il y a la fameuse culture noble. Le sémillon, il va nous apporter le gras, aussi bien dans le vin blanc sec, dans le liquoreux. La muscadelle, donc à ne pas confondre avec le muscadet, la muscadelle va nous amener aussi des petites touches peut-être florales également. Et c'est cette même idée que les rouges, on va les assembler ensemble. Mais Bordeaux, c'est beaucoup de Sauvignon, beaucoup de sémillon et un peu de muscadelle. Mais on a droit aussi à l'uni blanc et au colombo. Mais là aussi, on est sur des cépages accessoires. Je crois que c'est 2% de mémoire, donc c'est vraiment des cépages Oui, ces accessoires. cépages-là, c'est assez dérisoire puisque l'uni blanc, lui, est beaucoup plus présent sur les Charentes ou Voilà, au nord voilà. de Bordeaux. En fait, au nord de Blaye, on est plus sur de l'huile. Voilà, tout à fait. Donc, on est à Bordeaux aussi bien sur des vins blancs secs qu'on va produire. Alors, il y a plusieurs appellations, hein, mais ça va être beaucoup l'entre-deux-mer, les graves, les Pessac-Léognan. Mais après, on en trouve du côté de Blaye, enfin des côtes de Bordeaux. Et puis les liquoreux, les moelleux, on est plutôt au sud de la Gironde, rive gauche et rive droite de la Garonne, on a vers Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac, Sauternes, Séronce. Voilà. Alors, on parle souvent de la rive gauche, de la rive droite du Bordelais, et c'est vrai que les clients ou les amateurs de vin ne savent pas forcément repérer. Donc, expliquez-nous hyper facilement comment se repérer là-dedans. Alors, c'est très très simple quand on est de Bordeaux. Non, je plaisante. Il faut prendre déjà la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, elle a été construite sur la rive gauche de la Garonne. Donc déjà, quand on parle de vin rive gauche, on parle du nord de Bordeaux, le Médoc, du sud de Bordeaux, des Graves. Voilà. Ça, c'est la rive gauche. Ce qui fait la typicité de cette rive gauche, c'est justement des graves. Ça a donné le nom à une appellation. C'est un sol qui est très bien drainé, relativement chaud. Le cépage qui s'exprime le mieux sur ce type de sol, ce sont les cabernets et les cabernets sauvignons en particulier. On traverse la Garonne, donc on se dit on est rive droite. Non, on est en outre-de-mer. On est entre Garonne et Dordogne. Quand on parle de la rive droite à Bordeaux, en fait, on parle de la rive droite de la Dordogne.
qui va couler plutôt proche de Libourne, de Saint-Émilion, on va vers les Castillon-Côte de Bordeaux, les Sainte-Foy. Donc ça, c'est la Dordogne. Et quand on parle de la rive droite, voilà, c'est le secteur des côtes, des Saint-Émilion, Pomerol, Fonsac. C'est beaucoup plus vallonné. Et le cépage qui s'exprime le mieux, parce que c'est beaucoup d'argile et de calcaire, c'est le merlot. Mais ce qu'il faut surtout garder, c'est quoi la différence? Dès que j'ai un assemblage avec plutôt du merlot, je suis plutôt sur la rondeur, sur les fruits, sur des vins qui sont gourmands, alors qui peuvent vieillir, bien sûr, parce qu'il y a le Cabernet Franc qui est là. Mais voilà, on a plutôt cet aspect-là. Quand je suis sur la rive gauche, plutôt Médoc, plutôt Grave, je suis plutôt sur des vins qui ont beaucoup de Cabernet Sauvignon, qui ont de la structure, des tanins et une grosse capacité à vieillir. Moi, je dis souvent en plaisantant, quand les gens me disent non, mais moi, je sais pas trop, je leur dis, ben, allez vers les Graves, parce que souvent dans l'assemblage, on est 50-50, donc c'est une appellation, les Pessac-Léognan, voilà, ça vous parlera peut-être si vous n'avez pas encore bien compris le choix entre les deux. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des rives de la Garonne ou de la Dordogne a un certain type de sol, donc il y a tel ou tel cépage qui s'exprimera le mieux. Et du coup, la structure du vin sera différente. Ça peut dépendre aussi de ce qu'on mange. Une bonne côte de bœuf, si c'est pas très bœuf, le Médoc s'exprimera très très bien. Un magret, qui est pas mal à Bordeaux, ben on sera peut-être plus sur la rive droite. Les vins, c'est un moment de partage, et à Bordeaux, c'est lié avec ce qu'on mange. Voilà, donc moi je dis toujours la rive gauche n'est pas meilleure que la rive droite, il y a le vin que vous préférez à ce que vous êtes en train de manger. Et juste pour sourire, moi je suis de la rive droite et je me suis mariée avec Jérôme qui est de la rive gauche. Mais bon, ça c'est juste pour sourire. Alors c'est vrai que on parle justement d'accords mets et vins, ce qui est assez important. Et c'est vrai que suivant la région, suivant ce que l'on mange, il y a des vins qui vont plus ou moins s'accommoder. Alors on fera un atelier, vraiment, enfin une session spéciale accords mets et vins avec un chef. Ça, je vous réserve ça dans peu de temps. Mais c'est vrai que avec un bon magret de canard, alors, tout dépend comment il va être cuisiné, s'il est fait au barbecue ou à la cheminée, s'il est fait à la plancha, s'il est fait au four. Voilà, le même produit de base, la matière première de base, ne va pas aller avec le même vin, forcément. Voilà. Donc, il y a tout un accompagnement à faire. Je prends toujours l'exemple le plus facile pour les clients, c'est le poulet. Prenez le poulet, qu'il soit rôti, vapeur ou à la plancha, vous n'aurez jamais le même vin qui pourra accompagner le plat. C'est exactement ça. C'est vrai que sur un poulet rôti, dans le sud Gironde, c'est un moelleux qu'on met dessus, c'est un liquoreux. Alors que c'est pas forcément l'assemblage auquel on penserait tout de suite, mais effectivement, suivant comment on va cuisiner, il y a tel ou tel vin qui s'exprimera mieux. C'est très important d'aller voir la structure du vin et la structure du plat et de voir où on va dans le même sens. Ou bien au contraire, on va à l'opposé. Donc c'est très important. Pour moi, le vin, il est fait pour accompagner un plat. Ou le contraire. On parle souvent des fromages, on met un vin rouge avec le fromage, un sauterne avec une pâte persillée, c'est extra. C'est juste fabuleux. Un camembert avec un pezzac, c'est remarquable aussi. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que... Ça me donnait faim. Mais c'est vrai que traditionnellement à Bordeaux, vin rouge avec les fromages, les vins blancs de Bordeaux avec les fromages, ça va vraiment bien. C'est pas mal. Avec un vin blanc sec. Ouais. Nathalie, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère qu'on a aiguillé, qu'on a réussi à éclaircir un peu certains points sur la dégustation, sur le vin de Bordeaux. Et puis, on se retrouve bientôt pour quelque chose de surprenant. Merci. Et puis, écoutez, santé à tous alors. Avec modération, bien sûr. Avec modération. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Nathalie. Au revoir.